Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer au débat, enfin à toutes les réflexions d'aujourd'hui, en apportant ma petite pierre à l'édifice avec un regard peut-être un peu plus économique sur les technologies 5G, une réflexion que je voudrais introduire avec cette petite citation de Marshall McLuhan, qui était un grand observateur des médias dans les années 60, et qui disait ceci: nous avons une tendance à d'abord façonner, à forger nos outils, et ensuite ce sont nos outils en retour qui nous façonnent. Je crois que c'est intéressant de garder cette petite réflexion à l'esprit. Alors pour le reste, c'est, je vous l'ai dit, une perspective un peu plus économique que je vous propose, et donc si on est économiste, on raisonne souvent en termes d'offres et de demande. Avec cette question en filigrane, au fond, est-ce qu'on est dans une logique qui est davantage, on dit en anglais, de technologie push ou bien de market pull? Ça veut dire, est-ce que la technologie est poussée vers l'utilisateur, à la limite à son corps défendant, ou bien est-ce que c'est au contraire le consommateur ou les utilisateurs, qu'ils soient citoyens ou entreprises, qui sont vraiment demandeuses de ces technologies? Je crois que ce que vous avez entendu jusqu'à présent suggère qu'on est quand même assez bien dans une logique plutôt de technologie push, donc une technologie qui nous est poussée un petit peu par les fournisseurs de la technologie et qui précède en quelque sorte les usages. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait tellement de mal à expliquer vraiment ce que seront les usages de la 5G aujourd'hui. Donc je vais parler un tout petit peu du côté demande, mais je vais me concentrer davantage sur le côté offre. Alors, si on parle justement du côté demande, ça concerne aussi bien les consommateurs, donc les individus, que les entreprises. Du côté des consommateurs, au fond, et d'ailleurs, ce que je vais dire ici n'est pas spécifique à la 5G, on est dans un univers de l'hyperconnectivité, effectivement. Ça veut dire qu'au fond, on a la possibilité de faire converger tout un tas d'usages, de consommation en fait, de l'information et des services. Ces usages, ces consommations sont en train de converger vers des espaces qui sont médiés par des moyens numériques, et en particulier vers cet objet centralisateur qui est devenu le smartphone. Évidemment, la 5G s'inscrit dans une logique d'accélération, d'intensification des capacités de cette transmission d'informations et de services à distance. Alors, qu'est-ce qui peut dériver, je dirais, à la marge d'une technologie encore plus performante du point de vue du consommateur? Je n'en sais fichtre rien. On a parlé d'ailleurs de quelques-unes de ces histoires. Dominique Boulier, d'ailleurs, a très bien expliqué à quel point c'est du narratif, finalement, qu'on nous sert pour vendre un petit peu la technologie, mais on peut penser à la réalité virtuelle, aux délices d'avoir une vidéo en 8K plutôt qu'en 4K, comme si nos yeux étaient capables de distinguer la différence. Mais on peut aussi se projeter un tout petit peu en arrière et se souvenir qu'il y a une vingtaine d'années, avant qu'on ait même la 3G ou la 4G, qui aurait pu prédire qu'il deviendrait routinier d'utiliser son smartphone pour être en vidéoconférence, même à l'extérieur. Qui sait si demain, ça ne deviendra pas routinier de faire de la vidéoconférence en 3D à travers des hologrammes, que sais-je encore. La technologie étant là, je pense que l'histoire nous montre qu'à mesure que la technologie se développe, elle amène des capacités, et ces capacités, on arrive toujours à leur trouver un usage, ce qui ne veut pas dire que ces usages sont bons, mais généralement, ils finissent par suivre la technologie. L'aspect industriel est peut-être plus intéressant néanmoins, et là, ça m'intéresserait de prendre juste une petite minute ou deux pour replacer les choses dans un contexte plus large, dans un temps plus long. Au fond, on a vécu depuis 200 ans deux ou trois grandes vagues de révolution industrielle, d'abord celle de la machine à vapeur et puis celle conjointe du moteur à combustion interne et de l'électricité, qui ont une transformation très profonde de la manière de produire et de consommer des choses. Alors, ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est l'idée que le numérique dans son ensemble, d'abord avec les ordinateurs et l'automatisation robotique des années 70-80, et puis ce qu'on vit aujourd'hui avec cette hyperconnectivité jusqu'à la 5G aujourd'hui et demain, c'est l'idée d'avoir effectivement une nouvelle matrice sur laquelle on va produire désormais. Et je crois que c'est intéressant de garder à l'esprit ce à quoi ressemble cette matrice et ce contexte. On a aujourd'hui effectivement un peu plus de la moitié de l'humanité qui est connectée sur le réseau Internet. On a aussi près de 20 ou 25 milliards d'objets qui sont déjà connectés, et ce montre va croissant de manière extrêmement rapide. Donc on a créé en fait un réseau universel qui est une manière de transmettre de l'information et du service, d'échanger en fait de l'information et du service à distance entre n'importe quel groupe ou n'importe quels individus, que ce soit d'ailleurs entre des personnes, entre des entreprises ou entre des machines. Et toutes les combinaisons sont évidemment possibles. D'un point de vue économique, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'on a maintenant un mécanisme pour transférer de l'information de manière quasiment gratuite. Et c'est très intéressant peut-être de faire le parallèle avec justement ces deux premières révolutions industrielles, en particulier celle de l'électricité, dans laquelle ça vaut la peine de diviser les choses en fait en trois couches. À la base, on a la production d'électricité,
hein, qui était le fluide principal. Donc l'économie, si vous voulez, de la seconde révolution industrielle, mais aussi de la première, elle est basée sur l'énergie et donc sur la production, la distribution et la consommation de l'énergie. On s'est rendu compte assez rapidement que pour des raisons d'économie d'échelle, c'était beaucoup plus intéressant de produire l'énergie de manière centralisée, d'où l'idée de centrale électrique, comme son nom l'indique. Il a fallu mettre en place un réseau de distribution de cette énergie. Et puis, ça a permis, du coup, à partir du moment où on a amené l'électricité jusque dans les ménages, jusque dans les entreprises, ça a permis l'émergence de toute une panoplie d'appareils qui permettent de consommer ce fluide qu'est l'énergie. La plupart des usages étaient d'ailleurs imprévisibles au moment où la grille électrique a été déployée. Si vous aviez demandé aux ménages au début du XXe siècle ce qu'ils auraient pu imaginer faire avec l'électricité qu'on était en train d'introduire dans leur foyer, ils auraient été bien en peine de vous répondre et de penser à l'aspirateur ou à la télévision d'aujourd'hui. Eh bien, si on fait le parallèle avec la révolution numérique finalement qu'on vit aujourd'hui, on peut faire un parallèle assez intéressant en remplaçant simplement le fluide qui était l'énergie par ce qui est aujourd'hui l'élément principal de l'économie de l'information, c'est-à-dire l'information et finalement le service. Et bien, de la même manière, ces informations, ces services sont aujourd'hui produits de manière centralisée dans des data centers. Ils sont ensuite distribués à travers ces réseaux de télécommunications, dont les réseaux filaires, le Wi-Fi et bien sûr les réseaux mobiles, dont demain la 5G. Et puis, du fait que vous amenez ces services, cette information, jusque dans la poche de l'utilisateur, jusque dans les entreprises, jusque dans les foyers, eh bien, vous voyez évidemment apparaître aussi toute une palette d'usages, une panoplie d'appareils qui permettent de consommer cette information et ces services dans n'importe quel contexte. La nouveauté, cependant, et on en a d'ailleurs un petit peu parlé aujourd'hui, c'est que ces appareils qui se trouvent au niveau du consommateur ou des entreprises ne sont pas seulement destinés à consommer l'information, mais à collecter de la data, à connecter des données contextuelles qui sont ensuite renvoyées à travers le même réseau dans les data centers, où ils vont permettre d'alimenter la création, la production d'informations et de services toujours plus pertinents, toujours plus pointus et précis. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut s'inscrire. Je crois que c'est intéressant de garder à l'esprit quand on parle de 5G, que c'est difficile de découpler la 5G à la fois de ces générations précédentes, parce qu'on est dans une certaine continuité, comme Jean-Michel l'a bien expliqué ce matin, mais aussi c'est difficile de la déconnecter de cette matrice plus large, qui est aujourd'hui la matrice sur laquelle l'économie est en train de se restructurer. Et dès lors que vous amenez une technologie qui permet de transmettre de l'information de manière beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, vous jouez sur trois choses: la granularité des données qu'on est capable de collecter et de transmettre, également la temporalité des échanges. On a pas mal parlé de ces questions de latence, de fiabilité qui entraînent un rapprochement de l'horizon du temps réel. Et puis de l'or, la répartition des tâches, parce que si vous êtes capable de collecter et de transmettre de l'information en temps quasiment réel, vous pouvez imaginer de redistribuer les tâches d'une manière très très différente. Et ça, c'est un peu le propre de la révolution numérique. Donc en fait, quand vous combinez ces différents éléments du numérique, ces trois piliers que sont la collecte de données, donc la capacité effectivement de collecter de l'information, de la traiter et de la transmettre, et les réseaux bien sûr dont la 5G sont dans ce registre de la transmission, vous pouvez faire essentiellement 6 choses qui sont pertinentes d'un point de vue industriel. C'est quantifier et observer un tas de choses qu'on ne pouvait pas observer, qu'on ne peut pas voir avant. C'est prédire, on a parlé un peu de gouvernance algorithmique à l'instant, et donc effectivement, ça veut dire qu'on peut, avec de l'intelligence artificielle, traiter de gros volumes de données pour établir des prédictions, ce qui permet de prendre, dit-on, de meilleures décisions. On peut contrôler des machines, des équipements, on peut contrôler aussi les personnes, c'est vrai. On peut virtualiser des tas de choses qu'on est en train de faire ici d'ailleurs, qui aurait pu imaginer il y a encore une vingtaine d'années, qui serait routinier d'organiser comme ça une conférence à distance. Pour ça, il faut s'assurer que le réseau permet un usage de ce type-là qui demande une certaine fiabilité. On peut bien sûr automatiser, on en a beaucoup parlé, et enfin, on peut coordonner. Et cette notion de coordination, elle est super importante, et je voudrais passer une toute petite minute à mettre aussi à nouveau les choses en perspective ici. Si vous regardez ici ce petit schéma, c'est assez simplifié, mais vous avez sur l'axe horizontal une notion de l'intensité de la connectivité qu'on a réalisée au niveau de l'infrastructure, donc qui on est capable de connecter avec des réseaux de communication. Et puis sur l'axe vertical, vous avez une notion de fragmentation des chaînes de valeur dans l'industrie. Et qu'est-ce que vous constatez? Que si vous vous placez il y a une centaine d'années, vous êtes dans une logique où nous n'avions pas de connexion, évidemment, les réseaux numériques n'existaient pas, et donc les entreprises suivaient un modèle dominant qui était l'intégration verticale la plus complète possible, parce que quand on ne peut pas communiquer facilement avec le monde extérieur, il vaut mieux faire les choses à l'intérieur d'une enveloppe que représente l'entreprise. Si par contre, vous connectez les entreprises avec des réseaux de communication efficaces, par exemple avec des réseaux d'e-commerce, par exemple, ou l'Internet
en business to business, vous avez alors la possibilité de commencer à vous interconnecter avec une myriade d'acteurs et donc de fragmenter la chaîne de valeur. Vous prenez les mêmes opérateurs, les mêmes fabricants d'automobiles d'il y a 100 ans, vous les observez à la fin des années 90, vous constatez qu'ils ont 10 ou 15 000 fournisseurs différents qui sont capables de coordonner en temps réel quasiment grâce à ces réseaux. Maintenant, si vous vous projetez dans un temps qui est beaucoup plus contemporain encore, 2015, 2020, aujourd'hui, les individus eux-mêmes sont tous connectés sur le réseau, en tout cas dans nos économies développées, et vous retrouvez avec des modèles comme celui d'Uber, dans lequel on n'a plus même besoin de posséder la voiture, on peut simplement interconnecter l'offre et la demande de façon très granulaire en temps réel. Et la 5G, finalement, c'est une évolution de plus dans cette direction, vers laquelle on va pas seulement avoir des individus connectés, mais des objets connectés, ce qui va permettre non seulement à des individus, mais à des machines de se connecter de manière et de se coordonner à distance de manière de plus en plus automatique. Donc ça, je pense que c'est le temps long sur lequel on se situe, c'est la trajectoire sur laquelle on se situe. Ça me paraît tout à fait important de resituer ça dans le contexte si on veut comprendre l'importance de la 5G aujourd'hui. Et dans ce contexte où on est en train de redessiner quand même assez radicalement la manière dont les transactions économiques s'opèrent et dont l'activité économique s'organise. Alors malheureusement, ça définit des nouvelles règles qui ne sont pas faciles à maîtriser. Et on voit ça aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'on a un fossé qui grandit très très fortement et très rapidement, surtout dans le secteur des services. Malheureusement, c'est en train d'arriver aussi dans le secteur de la fabrication, entre les entreprises qui maîtrisent cette nouvelle matrice, donc ces nouveaux enjeux numériques à l'extrême et qui sont donc capables d'en tirer parti et qui en déduisent des gains de productivité très très importants. Et puis le reste des entreprises qui malheureusement stagnent avec une productivité qui peine à décoller. Et donc ça crée une espèce de polarisation aujourd'hui dans la plupart des marchés, dans la plupart des industries qui est assez interpellante, assez problématique et qui non seulement s'observe à l'intérieur des industries, mais s'observe aussi entre différentes zones géographiques. Vous voyez d'ailleurs dans les indices européens, dans les indices boursiers, que l'Europe a totalement décroché par rapport aux États-Unis, et ça s'explique en grande partie, même si ce n'est pas le seul facteur, ça s'explique en grande partie par une maîtrise bien supérieure de cette nouvelle matrice dans son ensemble par les entreprises américaines que par les entreprises européennes. Et donc c'est aussi un élément important à garder. Donc quelques éléments ici sur ce côté demande de l'équation. Les réseaux de télécom, je pense qu'on ne peut pas les comprendre sans les concevoir en tant qu'un élément d'une matrice beaucoup plus large qui participe d'une révolution assez fondamentale. Mais la 5G elle-même n'est qu'une évolution dans cette logique-là qui nous amène des données plus fines, donc en plus haute définition et en temps quasiment réel. Or, d'un point de vue économique, plus l'information est fluide et granulaire, et mieux le mécanisme de marché fonctionne, donc plus vous allez vers des marchés normalement fragmentés. Alors, on va en reparler parce qu'on voit que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, ça ne se passe pas toujours exactement comme ça. Ce qu'il y a, c'est que si on reste dans une logique, un paradigme économique, si vous n'avez pas de demande, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de consommation pour ces investissements importants dans cette matrice, alors les investissements ne seront pas rentables, ils devront être abandonnés. Donc, on est clairement dans une logique ici de technologie push, où la technologie va beaucoup, beaucoup plus vite que ce que le marché, ce que l'industrie, ce que le consommateur est capable d'absorber. C'est ce qui explique d'ailleurs, comme l'observait de manière un peu ironique Dominique Boulier tout à l'heure, qu'au fond, ce sont les usages les plus gadgetiques qui s'imposent de la manière la plus naturelle. Il faisait référence, par exemple, à l'application Pokémon Go et à ce genre de choses. Les applications gadgetiques sont celles qui sont les plus faciles à déployer parce qu'elles ne demandent pas une remise en cause de l'organisation des entreprises ou de la société elle-même. Celles qui demandent, par contre, une réorganisation vont prendre beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre. Il est très probable que nous sommes très très loin aujourd'hui d'avoir déjà épuisé le plein potentiel de toute la technologie dont nous disposons. Ça, c'est un élément sur lequel je conclurai tout à l'heure. Maintenant, si on regarde le côté offre de l'équation, qui est peut-être plus intéressant encore, puisque apparemment tout vient de là, on parlait dans le temps de chaînes de valeur industrielle. Aujourd'hui, on parle davantage d'écosystèmes organisés en couches. Pourquoi? Parce que la technologie numérique, et je pense que Jean-Michel Tricot l'a bien montré ce matin, répond à une architecture qui est très modulaire et qui s'organise elle-même en couches. Et dès lors que les objets, si vous voulez, que la technologie s'organise de cette manière-là, se structure de cette manière-là, l'industrie a assez naturellement tendance à suivre le même type d'organisation. Ça a été démontré dans les années 90 d'un point de vue économique. Et donc, on doit regarder en fait l'écosystème dans son ensemble en 4 couches principales. À la base, en bleu ici, vous avez ce qu'on appelle la couche d'infrastructure, dans laquelle vous avez les équipementiers dont on a parlé, les Cisco, les Huawei, les Nokia, etc., dans laquelle vous avez aussi les fabricants de semi-conducteurs qui sont très très importants dans l'équation numérique, mais dans la 5G en particulier. Vous avez bien sûr les fabricants d'ordinateurs et d'appareils numériques qui vont consommer cette 5G.
donc qui sont importants évidemment, les éditeurs de systèmes d'exploitation, et puis bien sûr les opérateurs de data center qui contiennent toutes ces données. Donc si vous reprenez ma matrice de tout à l'heure en 3 couches, c'est à peu près la même, vous pouvez faire une correspondance presque parfaite avec ce que vous avez ici. Et ce sont ces opérateurs en bleu principalement qui ensemble produisent ces technologies, en particulier la 4G et puis la 5G. Les opérateurs télécoms, au fond, ils fonctionnent par-dessus ces fournisseurs d'infrastructures. Ils utilisent l'infrastructure pour fournir un service qui est utilisé d'abord par des fournisseurs d'applications numériques et enfin par des consommateurs de ces applications qui peuvent être industriels ou privés. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit parce que cette organisation veut dire qu'on n'est plus dans une logique de rapport de client à fournisseur. Dans l'ère du numérique, on est dans une logique de coopétition qui est un mélange de concurrence et de coopération. Si vous prenez n'importe lesquels des opérateurs ici en bas dans la partie bleue du diagramme, vous vous rendrez compte que la plupart des entreprises là sont clientes et fournisseurs les unes des autres de manière réciproque. Samsung et Apple sont bien sûr concurrents dans le domaine des smartphones, mais Samsung est aussi l'un des plus grands fournisseurs d'Apple. Donc vous avez énormément d'interdépendances qui font que les acteurs sont obligés de travailler ensemble. Alors, si vous regardez maintenant cette matrice et qui opère cette matrice en particulier en Europe, vous vous rendez compte, ce petit schéma vous donne très schématiquement ici les nationalités des leaders, des 5 leaders mondiaux dans chacun de ces segments de la matrice en bleu principalement que j'ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a essentiellement des drapeaux américains et chinois, puis quelques drapeaux coréens. Il y a très peu de drapeaux européens dans ce schéma, ce qui veut dire que nous opérons, si vous voulez, toute notre économie digitale aujourd'hui fonctionne en Europe sur une matrice qui est essentiellement américano-chinoise. Et si on se concentre plus spécifiquement sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les équipementiers du réseau, ben nous sommes pris un petit peu entre le marteau et l'enclume. Je vais vous le montrer dans un instant. Et nous sommes un peu en Europe entre les deux blocs que sont les États-Unis et la Chine, bien sûr, avec des problèmes de fond qui n'ont pas grand-chose à voir avec la technologie au départ, à savoir qu'on a un vrai problème de déséquilibre de la balance commerciale chinoise, qui pose autant de problèmes aux Américains qu'aux Européens d'ailleurs. Des fournisseurs chinois, en particulier dans le secteur des télécoms, mais c'est vrai dans la plupart des domaines aujourd'hui, qui ont tendance à casser les prix de manière très difficile à suivre pour les Occidentaux. Et puis, effectivement, ces risques d'espionnage et de contrôle des infrastructures qui sont plus spécifiques ici aux questions d'infrastructures 5G. Mais qui possède réellement cette technologie 5G? Alors, il faut savoir que la technologie 5G, comme Jean-Michel l'a montré, c'est effectivement la suite d'une série de vagues d'innovation dans lesquelles, pour ce qui est de la 5G, on a investi environ 60 milliards de dollars de manière agrégée. Donc, l'ensemble de ces acteurs qui étaient dans la partie bleue de mon diagramme ont investi depuis une petite dizaine d'années environ 60 milliards de dollars pour mettre au point cette technologie qui se traduit par un nombre croissant de brevets. À la fin 2018, on enregistrait environ 15 000 familles de brevets qui avaient été déposées pour couvrir la 5G. Aujourd'hui, fin 2020, on est au-delà des 35 000 familles de brevets qui ont été déposées, dont une bonne moitié a déjà été attribuée. Et qui possède ces brevets de la 5G? Ben, vous voyez ici dans ce petit diagramme, à 33%, donc pour un tiers, ce sont les entreprises chinoises, essentiellement Huawei et dans une moindre mesure ZTE. Puis ce sont les Coréens, essentiellement Samsung. Et puis ce sont les Européens, dans lesquels vous avez bien sûr Nokia, Ericsson en premier lieu. Et puis seulement les entreprises américaines et finalement les japonaises. Ça, c'est qui possède la technologie, mais c'est une chose de posséder des brevets. Si le brevet ne fait pas partie du standard 5G, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, vous avez ici un décompte du nombre de familles de brevets considérées comme essentielles au fonctionnement du standard 5G par entreprise. Vous voyez que c'est Huawei qui en possède le plus, suivi de près par Nokia, Samsung et puis LG, donc les deux coréens, suivi de ZTE, donc nouveau un chinois, et puis Qualcomm, le premier américain de la bande. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que si vous comparez la 5G et la 4G, on voit que les portefeuilles sont plutôt plus concentrés. Ça veut dire qu'on a en fait les 5-6 plus gros détenteurs de brevets 4G possèdent ensemble une part encore plus importante des brevets 5G. Mais en réalité, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont contribué à leur manière à certains éléments de la technologie. Donc ça, c'est pour qui possède la technologie. Mais qui possède n'est pas la technologie, n'est pas celui qui fournit les équipements, n'est pas non plus celui qui met en œuvre ces équipements pour fournir le service qui nous intéresse finalement, qui est le service 5G. Donc si on prend le point de vue des opérateurs du réseau, eux, ils doivent investir dans 4 domaines. D'abord le spectre, comme on en a parlé.
et puis les antennes, donc la partie Radio Access Network, et puis la transmission, c'est-à-dire le lien entre les antennes et le backbone, donc c'est essentiellement des lignes de fibre optique, et puis finalement la partie cœur de réseau, dont Jean-Michel vous a beaucoup parlé tout à l'heure aussi. En réalité, sur la partie qui nous intéresse le plus, qui est finalement le déploiement de la technologie, donc les antennes et puis partie du cœur du réseau, vous aviez en gros 4 ou 5 gros opérateurs qui sont équipementiers qui peuvent vous fournir cette technologie, parmi lesquels Huawei et ZTE ont été un peu exclus de l'équation puisqu'on a considéré que finalement ce n'était pas tellement prudent. Il en reste finalement 3, dont en gros Ericsson et Nokia sont les plus importants. Donc ce n'est pas très étonnant de voir qu'Orange et Proximus sont rabattus sur les deux seuls choix finalement qu'on leur laissait, à savoir Nokia et Ericsson, pour déployer la 5G. Et puis, comme on vous l'a expliqué, la 5G, elle existe, elle coexiste en parallèle avec les autres technologies. Donc, on n'arrête pas du jour au lendemain d'investir dans la 4G pour tout d'un coup investir dans la 5. Vous avez un phénomène de vase communicant où graduellement, les investissements se portent d'une technologie, d'une génération vers la suivante. Actuellement, en 2019 et en 2020, le gros des investissements des opérateurs télécoms est toujours dans la 4G. Mais vous voyez que les investissements dans la 5G ont doublé entre 2019 et 2020 et continuent d'évoluer très, très vite. Ça, c'est des chiffres mondiaux qui vous montrent qu'en gros, on investit environ 40 milliards d'euros par an pour déployer ces réseaux mobiles. Au niveau européen, on estime en réalité à 50 milliards d'euros par an le coût du déploiement, le coût d'investissement dans les réseaux fixes et mobiles, et environ 55 milliards jusqu'en 2025, le coût du déploiement de la seule 5G sur l'ensemble des 28 pays. Alors ça paraît beaucoup d'argent, et de fait, on parle ici de gros sous. Maintenant, si vous mettez ça en perspective avec l'ensemble de la matrice technologique sur laquelle on opère, pas juste la partie réseau et pas juste la partie réseau mobile, on a affaire à des ordres de grandeur qui sont encore sans commune mesure. La Chine vient d'annoncer qu'elle allait investir 1600 milliards de dollars dans sa nouvelle infrastructure technologique, dont la 5G fait partie, au même titre que des data centers et au même titre que des stations de chargement des véhicules électriques. Et sur l'ensemble de l'année 2021 à elle seule, on estime que dans le monde, il y a environ 3 750 milliards de dollars qui sont investis dans la technologie digitale. Alors, ça met en perspective l'effort qu'on met dans les réseaux, toute proportion gardée. N'en reste pas moins que c'est un risque important et donc ça nécessite de faire intervenir le public et le privé pour mitiger ces risques et ce se fait à travers ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Je vais terminer mon exposé sur la question finale qui vous intéresse tous, c'est au fond qui va gagner dans cette affaire. On va déployer des moyens considérables pour mettre en place ces technologies. On voit bien que la technologie précède en réalité les vrais besoins. Peut-être bien que les besoins vont émerger et qu'on va trouver des usages de la 5G, c'est même très probable. Peut-être que certains seront économiquement et même sociologiquement intéressants. Mais pour le moment, on est plutôt dans une logique de déploiement de quelque chose qui va coûter fort cher. Donc, qui va en tirer profit à l'arrivée? Alors, d'abord, il faut dire que tout le monde nous vend monts et merveilles. On nous dit qu'on va gagner un argent fou avec ça, on ne sait pas très bien qui d'ailleurs. On nous dit que ce sont les opérateurs eux-mêmes. On nous dit que ce sont les fabricants d'appareils électroniques. Vous voyez peut-être qu'Apple, par exemple, a fait une année 2020 record, essentiellement parce qu'elle vend de plus en plus d'appareils compatibles 5G en Chine. On nous dit que ce sont les équipementiers eux-mêmes. En réalité, si vous prenez le point de vue des opérateurs téléphoniques, ils ont été assez bien déçus ces dernières années parce que la 4G a rapporté beaucoup moins que ce qu'on pensait. Et ils sont confrontés à une équation assez difficile parce que les coûts d'investissement et de maintenance de leur réseau ne font qu'augmenter. Et les projections montrent que la 5G va leur coûter en maintenance encore plus cher que le réseau actuel, sans compter la rétrocompatibilité, alors que les revenus ont tendance à s'éroder. Donc on est vraiment dans une équation qui n'est pas facile pour les opérateurs téléphoniques parce que les marges qui étaient très confortables du passé sont en train un petit peu de fondre à mesure que le coût de maintenance des réseaux augmente et que les revenus se tassent. Vous voyez d'ailleurs ici dans ce graphique qui vous montre les revenus de la seule Proximus sur les 10-15 dernières années. Et donc, l'espoir évidemment des opérateurs téléphoniques, c'est que la 5G, en offrant une capacité accrue, va démultiplier les besoins ou la consommation en data, et que ça va permettre évidemment de compenser les efforts qu'on a dû faire au niveau financier. Ça les oblige néanmoins à essayer de réduire les coûts de maintenance et en particulier de les partager. C'est la raison pour laquelle Proximus et Orange ont par exemple annoncé qu'ils allaient désormais mettre en commun dans une joint venture, dans une organisation commune, la partie vraiment centrale de leur réseau. Et donc le réseau d'antennes, ils vont le développer ensemble et le mutualiser, ce qui permettra de réduire évidemment les coûts de maintenance. Le reste des autres composants, ils les garderont jalousement pour eux. Ça, c'est la partie opérateur télécom. Maintenant, si on regarde les autres acteurs de cet écosystème, vous vous rendez compte avec ce petit graphique qu'en fait, les opérateurs télécoms sont ceux qui gagnent le moins dans cette affaire.
Depuis une dizaine d'années, en réalité, ceux qui ont gagné le plus, si je reprends mon écosystème, c'est qui? C'est d'abord les fabricants de semi-conducteurs, hein, ce sont les fabricants de puces informatiques, les Intel, les AMD, les ARM de ce monde. C'est ensuite les GAFA et les autres plateformes technologiques, ce sont celles qui finalement ont besoin de ces réseaux pour vendre leurs services et leurs données. Ce sont ceux-là qui sont les tout grands gagnants, suivis ensuite seulement par les opérateurs, par les fournisseurs d'équipements réseau, et enfin par les fabricants d'appareils et d'ordinateurs. Les opérateurs télécoms, ils ne sont que la cinquième roue du carrosse en réalité, en termes de rentabilité de cette nouvelle matrice digitale. Mais il y a un grand absent dans ces calculs, dans ces réflexions, c'est le consommateur final, et ce sont les industries qui consomment, ce qu'on appelle les industries qui utilisent la technologie. Et là-dessus, la littérature, malheureusement, est assez peu loquace. Donc la question qui se pose pour un économiste est de savoir, à supposer que vous ayez un prix d'équilibre quelque part qui s'établisse, il se pourrait que cette zone, ce grand triangle que vous avez là, bicolore, qui représente finalement l'efficacité de l'économie, la question est comment il se répartit entre les producteurs et les consommateurs. Et donc la partie en rose nous intéresserait singulièrement, savoir qu'est-ce que le consommateur gagne avec ces réseaux toujours plus performants. Et en réalité, la littérature est assez peu diserte sur le sujet. On manque d'études empiriques pour vraiment quantifier ce surplus du consommateur. Pour le peu d'études dont on dispose, elles tendent plutôt à suggérer que le surplus du consommateur est très significatif. Il se chiffre pour les économies occidentales à des milliards d'euros. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, parce que d'une part, on n'a aucune idée de la manière dont on pourrait quantifier les bénéfices intangibles de la technologie. Si vous payez la même chose pour regarder un film en 4K ou en 8K plutôt qu'en qualité DVD, ça ne représentera rien en termes économiques parce que ça ne se chiffre pas, mais c'est un confort visuel. Alors comment vous chiffrez ça? Vous ne le prenez pas en compte parce que vous ne savez pas le chiffrer. Le fait que vous avez désormais votre GPS qui est avec le trafic en temps réel sur votre GSM et que vous ne devez plus acheter un appareil GPS à part, c'est un gain que vous faites, mais il ne va pas non plus se retrouver dans les statistiques de ce genre. Donc d'un certain côté, il y a toute une partie des bénéfices pour les consommateurs, pour les citoyens qu'on ne va pas prendre en compte. On ne prend pas en compte non plus les bénéfices indirects qui découlent d'un gain de productivité. Si tant est que l'industrie bénéficie vraiment de cette nouvelle matrice pour produire à moindre coût ou des biens et services qui sont plus adaptés aux besoins du consommateur, on va aussi gagner quelque chose, mais on ne peut pas le mesurer non plus. Par contre, on ne mesure pas non plus les externalités négatives dont on a abondamment parlé à juste titre aujourd'hui, celles sur l'environnement, celles sur la santé, en particulier la santé mentale, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus et je voudrais vous laisser avec ces quelques réflexions, peut-être en guise de conclusion. Rappeler d'abord qu'effectivement, moi je trouve pas ça très intéressant de parler de la 5G sans la resituer dans ce contexte plus large qui est une évolution vers une matrice qui est de plus en plus dense, qui est cette matrice qui nous mène vers ce qu'on appelle l'hyperconnectivité aujourd'hui. Et cette matrice, dans son ensemble, pas uniquement la 5G, suscite de très grandes attentes économiques. Ce qu'il y a, c'est que la logique derrière, c'est que le marché va faire son œuvre et va sélectionner finalement les usages les plus pertinents, que ce soit d'un point de vue économique ou, on l'espère, sociétal. Mais c'est une hypothèse qui est assez héroïque, pour une raison en particulier, c'est que la technologie se développe beaucoup plus vite que le rythme auquel la société, les entreprises, les citoyens sont capables de l'incorporer dans leurs pratiques, dans leurs habitudes, dans leur fonctionnement. Et dès lors, la demande suit effectivement l'offre, mais avec beaucoup de retard. Et dans un premier temps, finalement, ce ne sont que des usages assez gadgetiques, assez commerciaux, et comme le disait Dominique Bouillet ce matin, peut-être un petit peu vulgaire même, qui ressortent au premier chef. En réalité, c'est très difficile de prévoir exactement qui sortira gagnant de cette affaire. Mais je voudrais du coup vous laisser sur cette deuxième petite citation. Et c'est une citation qui a cours dans la Silicon Valley depuis plusieurs décennies. Elle dit ceci: nous avons toujours tendance à surestimer l'impact d'une nouvelle technologie à court terme, mais de sous-estimer grandement son impact à long terme. Et je pense que nous sommes dans une situation comme celle-là aujourd'hui, avec une technologie, la 5G, dont il est très difficile de déterminer exactement ce qu'elle va apporter en termes économiques, notamment. Du coup, on nous vend monts et merveilles à court terme, mais je n'y crois pas beaucoup. Je ne pense pas que la 5G va changer grand-chose sur notre compétitivité occidentale à très court terme. Elle pourra avoir des implications à long terme, y compris économiques, y compris sociétales, que nous ne soupçonnons pas encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très riche en informations. Moi, il y a une information en particulier qui m'a frappé, c'est que la propriété de la 5G est plus concentrée que celle de la 4G. Et ça rejoint une des questions qui a déjà été posée, à savoir est-ce que cette coopétition dont vous avez parlé peut amener à un abus de position dominante, laquelle est répréhensible selon les règles de l'Union européenne.
Alors, je crois qu'il faut distinguer la position dominante elle-même, évidemment, de l'abus de position dominante. Il y a eu un grand espoir qui a été très déçu avec l'économie digitale. C'est quand l'Internet a commencé à s'installer, on a rêvé d'un modèle décentralisé, d'un modèle vraiment distribué dans lequel on allait déplacer la valeur dans les mains de chacun et de chacune. Et donc, on avait rêvé effectivement d'un monde beaucoup plus libéral en définitive et beaucoup moins piloté par des méga entreprises. Le paradoxe du digital, c'est que les réseaux nous ont amenés à un monde dans lequel effectivement les moyens de production sont de plus en plus décentralisés. C'est ce que mon petit schéma qui vous montrait l'évolution de la fragmentation des chaînes de valeur suggère, jusqu'au modèle Uber, dans lequel finalement l'entreprise qui est Uber ne possède plus rien si ce n'est un algorithme qui fait de la mise en concordance de l'offre et de la demande. Donc on est arrivé finalement à une espèce de paradigme ultime, peut-être l'espèce d'idéal absolu de l'économie libérale ou l'économie de marché, qui est qu'il n'y ait plus d'entreprise. Et c'est une notion à garder à l'esprit parce qu'en réalité, l'entreprise dans la théorie économique est une absurdité. Elle ne devrait pas avoir cours si le marché fonctionnait parfaitement. On ne devrait pas avoir d'entreprise, on ne devrait avoir qu'un marché qui met en relation directement l'offre et la demande. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, on observe cette fragmentation dans l'industrie, mais au niveau du digital lui-même, on observe au contraire une très grande concentration des moyens. Et c'est lié à deux éléments. Le premier, c'est le coût des investissements qui est effectivement très, très, très important. Donc, la loi des économies d'échelle continue de tourner à plein régime, en sorte que la technologie est plus facile à déployer sur quelques acteurs que sur un nombre très important d'acteurs. Et la deuxième logique, c'est la data. Ce sont les données. Et c'est le fait qu'il y a des économies d'échelle, non seulement du côté du coût de la production, c'est intéressant d'installer le réseau, de développer la technologie dans les mains de quelques acteurs parce qu'on le fait à une plus grande échelle et donc c'est plus intéressant du point de vue du producteur. Mais en réalité, la donnée amène un nouveau paradigme qui n'est pas du tout pris en compte dans le droit de la concurrence, qui est en réalité les économies d'échelle du côté de la demande et non pas du côté de l'offre. C'est-à-dire le fait qu'en fait un service devient plus valorisé, devient plus intéressant quand vous avez beaucoup de consommateurs. Et donc, c'est typiquement le cas effectivement de l'économie des réseaux. Et ça veut dire que vous avez un effet accélérateur de la concentration du contrôle dans les économies digitales. Et vous voyez ça très fort avec les GAFA. Vous voyez ça effectivement dans l'ensemble des domaines du digital. C'est une source de préoccupation très importante. Ça a amené effectivement ces entreprises dans une situation, dans une position de force qui est très certainement excessive. Alors, il ne m'appartient pas de déterminer s'ils abusent de cette position. C'est évident qu'ils sont dans une situation de dominance qui est d'autant plus préoccupante que leur pouvoir dépasse celui des États aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils en abusent nécessairement. Ça, c'est exactement ce qui est à l'étude aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec les procès qui ont été intentés aujourd'hui contre plusieurs des GAFA aux États-Unis, et puis tout ce qui est pendant au niveau de la DG Concurrence ici en Europe. Donc, ce sont des questions qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention, parce qu'effectivement, il y a des situations dominantes, et dès qu'il y a des situations dominantes, on peut craindre un abus. Ils ne sont jamais très, très loin. À propos d'échelle, mais alors plutôt d'échelle temporelle, il y a aussi une question qui a été posée en cours d'exposé. Donc peut-être y avez-vous déjà répondu au moins partiellement, je vous la lis. Passer de la bougie à l'ampoule électrique, est-ce vraiment le même écart qu'entre la 4G et la 5G? Il me semble qu'au moment où le réseau électrique a été créé, les promesses de confort et d'usage étaient très grandes. Comme dit au début, que permet la 5G en plus? Oui, mais justement, donc la question, c'est est-ce qu'on raisonne de manière incrémentale, c'est-à-dire quel est l'apport de la 5G par rapport à la 4G, ou est-ce qu'on raisonne en termes de qu'apporte la matrice aujourd'hui du numérique par rapport à ce qu'a apporté la matrice électrique il y a 100 ans? Alors, il y a évidemment une particularité, c'est que l'électricité, du moment qu'elle est là, c'est relativement binaire. Vous avez de l'électricité ou vous n'en avez pas, vous l'avez en suffisance ou vous n'en avez pas. La question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes qu'ici pour le digital, où on a une question effectivement de granularité, de définition et de temporalité de l'information, qui fait qu'on a ces générations successives qui sont chaque fois une amélioration par rapport à la génération précédente. Donc si vous raisonnez 5G par rapport à 4G, comme je vous le disais, la technologie précède les usages ici. Et donc est-ce qu'aujourd'hui nous avons des usages pertinents pour la 5G? On peut en citer quelques-uns. D'ailleurs, Dominique Boulier a fait un petit exercice que je trouvais très, très intéressant et très pertinent tout à l'heure pour essayer justement de montrer dans ces histoires qu'on nous raconte lesquelles tiennent vraiment la route. Finalement, celle de la logistique, je crois, il a raison, est celle qui tient le mieux la route. Donc, il y a des usages où la 5G peut vraiment apporter, à travers sa granularité et ses temps de latence réduits, des usages nouveaux. Ce qui veut dire qu'ils sont probablement justifiés de manière économique, ce qui ne veut pas encore dire qu'ils le sont de manière sociétale, qu'ils sont souhaitables, désirables, etc. C'est encore une autre question. Par contre, on peut imaginer des tas d'usages gadgetiques, et ça, c'est très facile, comme je le disais.
Mais la question, c'est est-ce qu'il faut attendre que les usages soient vraiment là pour déployer la technologie? Et je crois que c'est ça la vraie question de fond que ce débat pose, et c'est pour ça qu'il est tellement difficile aujourd'hui. On a envie de raisonner de manière incrémentale, on a déjà la 4G, est-ce qu'on a besoin de la 5G? Ma réponse est celle-ci, je pense effectivement que si vous arrêtiez aujourd'hui la technologie à ce qu'elle est, donc vous arrêtez tout, vous dites on ne déploie pas la 5G, on garde la 4G, mais on va aussi garder la puissance des ordinateurs et des data centers à ce qu'elle est aujourd'hui, on va garder la puissance des batteries, les mémoires, on garde tout, on fige si vous voulez la technologie aujourd'hui, on en a probablement pour certainement 50 ans d'innovation organisationnelle et sociétale derrière. Et donc, je crois profondément qu'on peut faire infiniment plus aujourd'hui avec la technologie dont on dispose déjà. Et donc, de ce point de vue-là, ça fermerait quelque part le débat en disant, mais la 5G, elle peut quelque part attendre. En même temps, il ne faut pas sous-estimer le fait que justement la technologie crée le besoin. Et en particulier en informatique, vous donnez plus de puissance de calcul, plus de bandes passantes sur un réseau à des informaticiens, ils vont trouver une manière de vous l'exploiter. Et ils vont trouver une manière effectivement d'en tirer parti, qui dans un premier temps passera pour anecdotique et qui petit à petit va peut-être s'imposer comme étant finalement peut-être pas si idiote que ça, et peut-être même déterminante à un certain moment pour certains types d'applications. Et donc on est dans cette logique-là un petit peu de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qu'on fait venir en premier? Tant qu'on n'a pas la technologie, ces usages n'émergeront pas. Donc attendre que les usages arrivent pour se dire on déploiera la technologie demain, je pense que c'est un petit peu se remettre dans une logique, on va se dire ne déployons pas l'électricité puisqu'on n'a pas encore le frigo. Et donc je crois que la réponse c'est il faut prudemment accepter l'idée que ces technologies sont dans une logique de développement exponentiel, et qu'il faut essayer d'exercer beaucoup d'esprit critique, non pas pour bloquer à tout prix cette technologie, ce qui à mon avis est illusoire, mais par contre pour essayer d'influencer les développements et les efforts qu'on déploie dedans pour développer des usages qui sont pertinents.